l'information sur RT1. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. De l'eau potable pour Odiene, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Méliès Koné, inaugure un système de renforcement de l'alimentation en eau potable de cette ville, capitale du Denguélé. Un investissement de 13 milliards de francs CFA pour une production supplémentaire de 8000 mètres cubes par jour. Le top départ des examens de fin d'année scolaire des écoles professionnelles islamiques est lancé ce mardi. Les examens nationaux qui, dans la région, donc dans la ville de Bouaké, réunissent 3188 candidats pour les examens du CEPE, du BEPC et du baccalauréat. Et puis de vives tensions en ce moment au Ghana. L'opposition monte au créneau après la suspension de la présidente de la Cour suprême. 4 partis politiques ont manifesté à Accra et dénoncent une atteinte grave à la séparation des pouvoirs suite à une décision du chef de l'État. Odiene, la capitale du Denguélé, monte les marches de la modernité économique. Elle abrite depuis hier officiellement une agence de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La BCAO d'Odiene est implantée sur 2,7 hectares. C'est la 7e en Côte d'Ivoire. Les enjeux pour la population et le bénéfice pour l'économie locale ont été présentés à la cérémonie d'inauguration. Le résumé par Fatou Fofana. Le ruban est coupé, la plaque inaugurale dévoilée. Le vice-président Tiemoko Méliès Koné ouvre ainsi officiellement l'agence auxiliaire de la BCAO à Odiene, la capitale du Denguélé dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Le maire de la commune a souligné l'importance de ce projet stratégique visant notamment à renforcer le système financier d'Odiene et de toute la région. L'implantation de cette agence aura des retombées significatives pour Odiene et le Denguélé tout entier. Elle facilitera l'accès aux services financiers modernes, elle soutiendra le dynamisme économique local et elle offrira de nouvelles opportunités d'emploi à nos jeunes, que ce soit en qualité d'agent de la BCEAO, de prestataire de services ou dans les métiers liés à la maintenance et au fonctionnement de l'agence. Le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire voit en l'implantation de cette agence de la BCAO des retombées significatives et l'ouverture de perspectives importantes pour les acteurs financiers du Denguélé. En continuant de travailler à l'intensification des efforts de réalisation d'infrastructures permettant d'accompagner le développement local, du système bancaire et financier, de contribuer à l'inclusion financière et de rapprocher les services monétaires aux usagers, vous faites œuvre d'une grande reconnaissance à la haute qualité du Denguélé. Odiene, sur un plan économique, fait preuve d'une opiniâtreté à être une capitale incontournable, reconnue, active, proche du Mali et de la Guinée, pour un développement pérenne de la Côte d'Ivoire. Outre ces points essentiels, le gouverneur de la BCAO a donné la vision de son institution et les raisons du choix d'Odiene. Le choix de la ville d'Odiene pour abriter cette agence de la BCAO ne doit rien au hasard. Il s'inscrit dans la vision de la Banque centrale d'étendre son réseau dans le but de rapprocher les services bancaires des populations, d'améliorer la circulation des billets et pièces de monnaie et renforcer l'inclusion financière dans toutes les régions de l'Union. Dans son discours inaugural, le ministre des Finances et du Budget revient sur l'opportunité d'implanter la 7e agence auxiliaire de la BCAO en Côte d'Ivoire, dans cette région du nord-ouest. Cette présence accrue des banques et institutions financières favorisera sans aucun doute l'intermédiation financière, le financement de l'économie locale, la création d'emplois, ainsi que la réduction des disparités. En renforçant la présence des banques, de la microfinance et d'autres institutions financières, l'implantation de cette nouvelle agence, la BCEAO à Odiene, offrira aux populations et aux opérateurs économiques l'opportunité de profiter des fruits de la croissance économique forte et soutenue que connaît la Côte d'Ivoire depuis l'accession de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, à la magistrature suprême.
L'infrastructure de la BCEAO fait désormais partie du paysage de la ville d'Odiéné. Bâtie sur 2,7 hectares, elle est composée d'un bâtiment central de près de 5000 mètres carrés avec des locaux annexes dont un cabinet médical, un poste de contrôle, un poste de police et des résidences de fonction. Elle vient s'inscrire dans la stratégie nationale d'inclusion financière et de financement de l'économie locale. Pour lui, qui a été gouverneur de la BCEAO pendant 11 années, de 2011 à 2022, le vice-président Thiemoko Meïlie Koné voit en l'ouverture de cette agence auxiliaire de la BCEAO à Odiéné une étape clé dans le renforcement et la dynamisation de l'économie régionale ainsi que du système bancaire national. Voilà l'agence auxiliaire de la BCEAO inaugurée à Odiéné, un autre projet vital pour les populations de la ville. Il est porté par la volonté de renforcer le système d'alimentation en eau potable dans la ville d'Odiéné. Et Thiemoko Meïlie Koné met en marche un système composé de plusieurs maillons dans l'unité de traitement d'eau implantée dans le village de Samesso à 34 km d'Odiéné. Un investissement de 13 milliards de francs CFA pour une production supplémentaire de 8000 mètres cubes d'eau par jour. Fatou Fofana nous en dit plus. L'eau potable coule à Samesso, à 28 km d'Odiéné. L'eau potable coule dans les robinets de toute la ville d'Odiéné et environ 8000 mètres cubes d'eau par jour en additif aux 4000 mètres cubes précédemment produits. Avant, ce n'était pas facile. Souvent, on partait au marigot, les femmes souffraient. Mais maintenant, là, tout le monde est en l'aise, ça va bien, on est content. Merci pour le président de la République. Le projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Odiéné a été inauguré ce lundi 5 mai à Samesso, village de la région du Denguélé, par le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Koné, qui a ouvert la potence de l'infrastructure. Il vient mettre fin au déficit en eau potable, principalement en saison sèche. L'eau potable est source de vie. Cet impressionnant ouvrage vient résorber définitivement le récurrent problème du déficit hydrique dans les pénibles et longues périodes de saison sèche dans le département. Ce département qui est le plus peuplé des 5 départements du district de Denguélé. Cette eau, tant attendue, est pompée depuis une source pérenne, la rivière Kouroukélé, à raison de 400 mètres cubes par heure. Les besoins en matière d'eau potable de la ville d'Odiéné avant l'exécution de ce projet était d'environ 7500 mètres cubes par jour, alors qu'on ne produisait que 4000 mètres cubes par jour. Donc avec l'exécution de ce projet, nous avons ajouté 8000 mètres cubes par jour sur les 4000 existants. Donc nous avons une production de 12 000 mètres cubes par jour pour un besoin de 7380 mètres cubes par jour. Voilà ainsi combler les besoins en eau potable à Odiéné et environ jusqu'à l'année 2048, en passant d'un déficit de 60% à un excédent de 40%. Ce projet n'est pas une inauguration de château d'eau. Chez le président, vous voyez, les châteaux d'eau ne sont que la partie visible d'un iceberg des travaux importants que nous faisons. Donc ici, mais c'est vraiment un système de renforcement total de l'adduction en eau potable de Odiéné et ses environs. Aujourd'hui, lundi 5 mai 2025, marque donc l'aboutissement d'un projet d'envergure qui témoigne de la volonté du gouvernement de garantir un accès à l'eau potable à tous en Côte d'Ivoire. Ce renforcement significatif de l'alimentation en eau potable s'inscrit dans le programme de développement inclusif du gouvernement ivoirien. Tout le programme du président Alassane Ouattara, c'est d'apporter le bonheur aux populations par un développement qui soit un développement complet. Ce développement complet nécessite que les gens vivent dans les meilleures conditions possibles. Et dans ces conditions, il faut de l'eau, parce que c'est la source de vie. À partir de l'eau, beaucoup de choses peuvent être faites. C'est un ouvrage important et c'est aussi une vision que le président permet de mettre en place. Même si certains ne semblent pas le comprendre, les Ivoiriens et les populations comprennent que la Côte d'Ivoire avance et qu'elle ira loin avec le président Alassane Ouattara. Cette infrastructure hydraulique est financée à hauteur de 13 milliards de nos francs par le gouvernement ivoirien et par la République de Chine.
Elle vient augmenter significativement les capacités de production, de stockage et de distribution en eau potable pour les 20 années à venir. Et la prise en charge donc des besoins des populations ivoiriennes va jusque dans les besoins pour des célébrations. Nous sommes à un mois de la Tabaski, la grande fête musulmane, et le gouvernement prend les devants et travaille avec les acteurs de la filière bétail-viande pour assurer un bon approvisionnement du marché et éviter la flambée des prix. Marie-Chantal Akandan rapporte une réunion entre les deux parties. On regarde. À l'approche de la fête de Tabaski, l'accessibilité au prix du bétail reste une préoccupation majeure pour de nombreuses familles. Pour éviter flambée des prix et pénurie, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a réuni les acteurs de la filière bétail-viande pour une concertation stratégique. Première assurance, la disponibilité du bétail est confirmée par le ministre Sidi Touré. J'aimerais ici dire aux Ivoiriens que nous n'avons pas de problème de disponibilité pour la période de Tabaski, dans la mesure où le marché est suffisamment fourni. Nous avons quelques soucis dans la répartition spatiale de cette disponibilité, puisque l'essentiel des têtes de moutons se trouve dans la région sud, du fait d'un changement de circuit d'approvisionnement. Désormais, le mouton vient plutôt par Noé que par Ouangolo. Donc, nous avons commencé à travailler avec les différentes interprofessions, mais aussi avec tous les différents ministères concernés, à l'effet d'adresser une meilleure répartition nationale de cette disponibilité de moutons sur toute étendue du territoire national, y compris bien sûr de districts d'habitants. Le chef du gouvernement a aussi demandé des solutions urgentes pour maîtriser les prix. Le ministre Sidi Touré assure que des mesures ont été prises pour alléger les taxes locales. Vous savez que le marché se régule par l'offre et la demande. S'il y a de la disponibilité, bien sûr, le coût ne sera pas un sujet de problème. Donc, aujourd'hui, aussi bien les taxes probables qui pourraient survenir ont été adressées à l'effet que le consommateur ne ressente pas une augmentation dans son assiette au moment de l'achat de la viande ovine. Un message bien reçu par les professionnels du secteur qui saluent la posture du gouvernement. Le Premier ministre a réglé tout le problème parce qu'il a dit qu'il ne veut plus voir, entendre qu'il y a des taxes qu'on paie quelque part. Et notre inquiétude, c'était ce côté. Et puis ensuite, il a dit que c'est le ministre qui est le garant. Ça, c'est devant nous que tout est dit. Nous, les acteurs, on doit se retrouver pour échanger, mettre un système en place pour l'intérêt des populations ivoiriennes. En clair, tous les signaux sont ouverts pour une Tabaski 2025 apaisée. 150 000 têtes de bétail sont attendues pour satisfaire la demande. Voilà une fête du mouton qui sera certainement célébrée pendant les grandes vacances scolaires du système confessionnel islamique, car c'est déjà l'heure des examens de fin d'année. Ce mardi ont démarré les épreuves du CEPE, du BEPC et du baccalauréat dans la ville de Bouaké. Ils sont 3188 élèves à devoir composer. Le reportage de Soro Corona. C'est le certificat d'études primaires élémentaires CEPE qui ouvre les examens dans l'enseignement islamique en Côte d'Ivoire. Dans la région de Bouaké, ils sont 1705 candidats répartis dans 9 centres de composition à frapper aux portes du premier cycle. Ces candidats composent dans plusieurs matières, à savoir le Coran, l'unicité de Dieu, la biographie du prophète, l'exploitation des textes, la dictée, l'expression écrite. Pour ces premiers jours, les choses se déroulent bien. Nous sommes dans la salle d'examen. Voilà, les élèves, tous sont ici, bien organisés. On est en train de travailler comme notre guide nous a expliqué. Les sujets qui sont sur les feuilles, pas de difficultés. À partir de demain, débuteront les épreuves du BPC et du baccalauréat islamique. À travers ces examens, la plateforme des structures islamiques d'éducation de Côte d'Ivoire veut donner une dynamique à l'enseignement islamique. Nous avons commencé les épreuves du CP, certificat d'études primaires arabes, sur le plan national. Donc les enfants ont reçu les cartes. Donc les épreuves ont été confectionnées à temps normal. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'innovation majeure. Demain, c'est le BPC et le bac. Voilà, donc c'est le cycle primaire d'abord qui a commencé. Pour le CEP, les résultats sont prévus pour le 30 mai 2025. Au niveau national, ils sont 23 118 candidats qui affrontent le CEP, le BPC et le baccalauréat islamique.
Dans une période de préparatifs d'examen et de vacances où le livre sera un outil privilégié tant pour réviser que pour se lancer dans de grandes aventures à travers des pages de romans ou de bandes dessinées. Il s'est d'ailleurs ouvert ce mardi la 15e édition du SILA. Jusqu'au 10 mai, le Salon international du livre d'Abidjan vous fixe un grand rendez-vous du livre au parc des expositions d'Abidjan sous le thème « Livre Racine ». Et on pourra certainement y découvrir le marché du livre numérique et d'ailleurs les ambitions de transformation numérique de nos systèmes feront la une des B2B Digital Day, une plateforme pour les entreprises et l'administration ivoirienne pour saisir les opportunités de la révolution digitale. On en parle avec Nadège Kassi et Didier Nguessa. Plusieurs partenaires participent aux réflexions en vue de la sécurisation et de l'enrôlement des données digitales des entreprises. Selon le promoteur, le B2B Digital Day vise à professionnaliser les activités. Donc, administration et entreprises doivent se digitaliser, intégrer la transformation digitale pour qu'effectivement ces populations puissent utiliser les services de ces entreprises. Parce que si les entreprises ne sont pas digitalisées, si les organisations ne sont pas digitalisées, mais que la population a la logique de la digitalisation, à la logique du digital, il y a problème. Il faudrait qu'il y ait des services digitaux pour que cette population puisse tirer profit et avoir une expérience satisfaisante. Cette rencontre entre professionnels du monde digital capitalise les meilleurs projets pour l'essor des structures privées et publiques. Le directeur de la transition numérique réaffirme le soutien du gouvernement. Pour le gouvernement, c'est d'être aux côtés d'initiatives telles que celle-ci, qui permet de mettre sur une plateforme commune toutes les parties prenantes de notre écosystème pour réfléchir sur les enjeux et les opportunités de la révolution digitale. Le B2B Digital Day se positionne comme une plateforme dédiée à l'accélération et à la transformation digitale en Afrique. Et dans le secteur des médias, une charte est signée en faveur des femmes des médias. Elle milite pour des voix égales avec les hommes. Des précisions sur ce texte avec Nadège Kassi et Didier Nguessa. Une charte émise pour valoriser le genre dans le journalisme. C'est une résultante des associations de femmes des médias au Ghana et en Côte d'Ivoire. Cette initiative est soutenue par l'Agence française de développement CFI et Media Foundation for West Africa. Aujourd'hui, du fait que nous parlons de la femme et des problèmes des femmes dans les médias, beaucoup de problèmes ont été soulevés, notamment le harcèlement, et pour lesquels nous invitons les organisations des médias à prendre des lois qui soient très strictes et qui soient appliquées afin de protéger les femmes dans le milieu des médias. Il est important aussi d'assurer pour ces femmes-là le fait de pouvoir jouer leur rôle naturel en tant que femmes. On ne peut pas demander à des femmes de ne plus être des femmes en ne portant pas d'enfants juste parce qu'elles ont envie d'évoluer sur le plan professionnel. Il faut donc que les organisations des médias puissent créer des crèches, permettre à ces femmes-là d'avoir leurs enfants et de continuer à être des professionnels des médias. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a 30 ans, j'étais un homme différent. C'est-à-dire que j'avais un rapport avec mes collègues journalistes qui est très différent de celui que je pourrais avoir aujourd'hui. En Europe, nous étions très différents, les hommes, il y a 30 ans. Et grâce à l'activisme, la pédagogie de nos femmes, on s'est remis en question et on a changé. Au-delà de 30% de femmes employées dans les rédactions, c'est l'objectif de cette charte, d'où l'importance de subventionner les médias. Il n'y a pas de financement pour l'inclusion des projets, des programmes dédiés aux femmes dans les médias. Et ça, c'est un point important. L'espoir de voir un jour ces paramètres-là, ces indicateurs-là, pris en compte dans le plan national de développement. Et je crois que c'est déjà une première approche, un premier pas. Cette initiative encourage une meilleure représentation managériale et éditoriale des femmes des médias. Une initiative à présent pour la promotion de la paix. Des ambassadeurs de paix sont mis en mission sur tout le territoire ivoirien par l'organisation Rêve Ivoire. Ils sont dotés de matériel roulant pour effectuer donc leur mission sur le territoire national. Yona Dianré et Jean-Louis Gbangbo. Agir pour la paix au plus près des communautés. À Trècheville, la paix se construit aussi par des gestes concrets. L'ONG Rêve Ivoire a procédé à la remise de matériel roulant à ses ambassadeurs de la paix.
Une action symbolique autour d'un enjeu essentiel, le vivre ensemble. Aujourd'hui, nous donnons 10 pick-up 4x4 et 10 motos à nos ambassadeurs de la paix. L'objectif, c'est de promouvoir la paix, la cohésion sociale dans les hameaux. Ces jeunes engagés qui œuvrent au quotidien pour sensibiliser les populations à la paix pourront désormais renforcer leur présence sur le terrain et élargir leur champ d'action grâce à ces dons. Nous avons déjà des initiatives de paix à travers la Côte d'Ivoire. On a déjà entamé à l'ouest et on tourne un peu partout en Côte d'Ivoire pour parler de paix. Ça va me servir de moyen de déplacement pour pouvoir entrer dans les contrées, pour pouvoir faire passer le message de paix. En dotant ces ambassadeurs de moyens roulants, Rêve Ivoire entend rendre la paix plus visible, plus mobile et surtout plus proche des populations. Une initiative portée par l'idée que la paix doit être présente à chaque coin de rue, dans chaque quartier et surtout dans le quotidien des Ivoiriens. Et voilà, on parle de paix, mais on n'oublie pas les défis quotidiens des populations et la CNPS fait davantage la promotion de la sécurité sociale inclusive et adaptée aux réalités actuelles des travailleurs. C'était dans le cadre de la tribune d'échange hebdomadaire du gouvernement Tout savoir sur, le point de Brigitte Zamblé et Souleymane Donissongo. Énième édition de la tribune Tout savoir, consacrée aux prestations sociales de la Caisse nationale des prévoyances sociales. Cette session vise à informer les citoyens sur les services offerts par la CNPS et les innovations en cours pour renforcer la protection sociale en Côte d'Ivoire. À la CNPS, on a le régime général qui concerne les travailleurs du secteur privé dit formel, c'est-à-dire ceux qui travaillent en entreprise. Et pour les prestations, je pense qu'elles sont en général connues. On a les prestations familiales qui concernent un peu les aides accordées aux familles. On a l'assurance maternité qui permet à toutes les femmes salariées de bénéficier d'une protection de la CNPS, partant même de la période avant l'accouchement jusqu'à l'accouchement, en termes de frais médicaux, en termes de salaire, pris en compte par la CNPS. On a les accidents de travail qui est aussi une prestation importante qui permet à toutes les personnes qui travaillent, déclarées à la CNPS, de bénéficier d'une prise en charge totale par la CNPS lorsqu'elles sont victimes d'un accident de travail. Ensuite, la prestation, on a dit phare, la plus connue, c'est la retraite, qui permet à toutes les personnes qui ont travaillé, en tout cas déclarées à la CNPS, de bénéficier d'une retraite la plus paisible possible. On a un projet important qui est le régime de retraite complémentaire pour les salariés du secteur privé, qui fait qu'en plus du niveau actuel de retraite que nous servons, qui est déjà pas mal, on aura ce régime-là qui fera que désormais les futurs retraités auront cette qualité de vie-là qu'on aimerait bien voir ici en Côte d'Ivoire. L'idée consiste à élargir la protection sociale à tous, y compris les travailleurs indépendants et ceux du secteur privé. Une rencontre qui permet à la CNPS de renforcer sa proximité avec les assurés et confirmer son rôle de pilier du système de protection sociale ivoirien. La CNPS qui prend également en charge tout travailleur et même des personnes en situation de handicap qui ont d'ailleurs leur premier salon, celui de l'inclusion et de l'autonomie pour des personnes en situation de handicap. Un événement pour faire la promotion de l'inclusion, l'autonomie et l'intégration socio-éducative et professionnelle de ces personnes. Le reportage de Brigitte Zamblé et Didier Nkessa. Qu'il soit visible ou invisible, le handicap est une réalité qui touche des millions de personnes dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la Côte d'Ivoire compte environ 4 millions de personnes en situation de handicap. Le handicap n'est pas une fin en soi et que les personnes handicapées ont droit à être épanouies. Nous sommes tous égaux dans cette société. À travers cette initiative, la coordinatrice du salon veut amener les personnes en situation de handicap à une autonomie et à une meilleure adaptation grâce à des innovations technologiques. L'objectif même principal du salon du handicap, c'est de pouvoir emmener une personne en situation de handicap à une autonomie. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont besoin qu'on les assiste. Donc il était bon pour nous de savoir qui pouvait rentrer en jeu pour pouvoir mettre en place des aménagements adaptés pour ces personnes-là. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant œuvre au quotidien à l'inclusion des personnes atteintes d'infirmité. Un premier salon qui permet aux personnes en situation de handicap de montrer leurs défis, de montrer leurs potentialités et de dire que l'État doit les soutenir comme
pour être plus autonome. Ce salon du handicap représente un rendez-vous essentiel qui permet de mettre en lumière les personnes en situation de handicap. Le Burida se mobilise pour sauver des vies. Une campagne de don de sang est lancée dans la structure. Elle a permis de collecter du produit sanguin en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine, nous dit Michel Mambo-Sogodogo. Pour sauver des vies, chaque goutte de sang compte et le CNTS-SI, Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire, peut désormais compter avec le Burida pour sa collecte. En cette journée dédiée au don de soi, près de 100 agents mobilisés, avec à leur tête le directeur général du Burida, Karim Ouattara. En 2025, l'objectif visé au CNTS Côte d'Ivoire, 300 000 poches de sang, soit 1% de la population à prélever. La mobilisation du Burida vient donc à point nommé. Reste maintenant la pérennisation de cet acte citoyen. Au cours de cette opération, plus de 75 poches de sang ont été collectées. Et nous poursuivons avec le mouvement des jeunes Hatchans du RHDP qui renforce ses marques dans les 7 villages de la commune de Yopougon, 7 villages Hatchans dans lesquels il s'engage à davantage sensibiliser les populations sur les valeurs de préservation de la paix et donc en cette période électorale. Donc une action menée par des jeunes de Côte d'Ivoire, le reportage de Jean-Marc Djadji. Palais de Salomon d'Azito, siège de la chefferie de Yopougon. Ici, c'est la mobilisation des jeunes. Le mouvement des jeunes Hatchans RHDP investit les 7 présidents du mouvement des 7 villages Hatchans de la commune de Yopougon. Le président national du mouvement des jeunes Hatchans RHDP, engagé pour le président Alassane Ouattara, entend porter les réalisations du chef de l'État. L'objectif, c'est que tous les villages Hatchans fassent au moins 80% pour le président Alassane Ouattara. Il le mérite bien parce qu'il a apporté le développement dans les villages Hatchans. Grâce à lui, aujourd'hui, tous nos villages sont bitumés. Grâce à lui, il a de l'eau potable dans tous les villages. Il a de l'électricité dans tous les villages. Donc nous, jeunes Hatchans, nous devons être reconnaissants pour ce que le président Alassane Ouattara a apporté à nos populations. C'est pourquoi nous avons décidé d'être sur le terrain. Nous allons mouiller le maillot, faire du porte-à-porte, parcourir les hameaux, pour que tous nos parents adhèrent au grand parti qui est le RHDP. Aussitôt investi, président de la section Azito, il affiche ses ambitions pour l'épanouissement des jeunes sous la supervision du parrain Légué-Louba Patrice. Notre ambition, c'est surtout l'employabilité, les sessions de la jeunesse. Dès que la jeunesse soit autonome, parce qu'elle a des projets et c'est très difficile lorsqu'on ne les finance pas. La jeunesse a des diplômes et ils n'ont pas d'emploi. Donc il faudrait soutenir nos 4 RHDP Hatchans pour pouvoir surtout nous aider dans ce sens. Notre travail, c'est un travail scientifique, c'est d'amener les jeunes Hatchans à s'intéresser au mouvement politique qui est le RHDP, parce que le RHDP, c'est le seul parti qui a pu développer la Côte d'Ivoire. Nous demandons aujourd'hui à la jeunesse de s'imprégner, de travailler avec le RHDP pour qu'on puisse avancer. Le MJA RHDP est un mouvement de soutien à la politique du chef de l'État, représenté dans tous les villages Hatchans du district autonome d'Abidjan. Ce mouvement veille également à propager des messages de paix et de cohésion sociale auprès de la communauté Hatchan.
Et tout juste à côté de la Côte d'Ivoire, au Ghana, il y a de vives tensions au Ghana où l'opposition manifeste contre la destitution de la présidente de la Cour suprême. Une manifestation organisée par 4 partis d'opposition dans la capitale Accra pour protester donc contre la suspension de la présidente de la Cour suprême le mois dernier dans le cadre d'une enquête pouvant déboucher sur sa destitution. Le chef de l'État est lui visé. John Dramani Mahama est accusé par l'opposition d'avoir rompu la séparation des pouvoirs dans le pays. La Cour internationale de justice s'est déclarée manifestement incompétente dans l'affaire opposant le Soudan aux Émirats arabes unis. Le Soudan qui avait, on le rappelle, posé une plainte contre les Émirats arabes unis, accusant donc les Émirats arabes unis de soutenir le FSR dans la guerre que subit donc ce pays depuis déjà 2 ans. La Cour internationale de justice a rejeté donc cette plainte du Soudan. C'est ici qu'on s'arrête pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur RTL.